pour jouer une autre pièce. Madame Pilinska et le secret de Chopin. Mais avant, donc je laisse la parole à Marie-Christine Tabet qui va modérer la rencontre. Et nul besoin de présenter l'auteur, le dramaturge, le réalisateur, le comédien, l'académicien, ancien directeur de théâtre, traduit dans plus de 45 langues, amoureux du Liban, joué dans plus de 40 pays, Éric Emmanuel Schmitt. Bonne soirée à toutes et à tous. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et merci d'être venus aussi nombreux pour cette rencontre exceptionnelle avec Éric Emmanuel Schmitt. Éric Emmanuel Schmitt, merci d'être parmi nous après ce rendez-vous manqué, je crois, en 2020. Votre public au Liban, mais dans le monde, vous suit, vous attend depuis des décennies. Alors moi aussi, je suis remontée un peu dans le temps, à vos 10 ans. Votre maman vous prend au théâtre, voir Cyrano de Bergerac. Pas de date surtout. Hein. Pas de date, pas de date. Et en fait, vous sortez de la pièce et vous lui dites « je veux faire ça plus tard, je veux faire pleurer tout le monde ». Alors... Et elle me dit « tu veux être comédien ?» Parce que, comme Jean Marais, parce que c'était Jean Marais, le grand comédien qui jouait Cyrano de Bergerac, et j'ai regardé l'affiche et je lui dis non, je veux faire Edmond Rostand, l'auteur. Alors vous avez réussi à faire pleurer tout le monde, en littérature, au théâtre, au cinéma. Les lecteurs d'Oscar et la Dame Rose en savent quelque chose. Ce n'est pas par hasard que vous faites partie, comme Sarah l'a dit, des auteurs les plus francophones les plus lus au monde, les plus étudiés à l'école. Vous faites partie donc vous êtes membre du jury Goncourt. C'est au théâtre que tout a commencé. Oui. Vous avez obtenu plusieurs Molières, le Grand Prix de théâtre de l'Académie française. Vous montez sur les planches. Oui, je suis un acteur de remplacement. Non mais je vous jure, pendant des années, quand on me disait est-ce que tu veux monter sur scène, je dis non, jamais. Et je me souviens une fois, un acteur était malade à mes débuts, et Jean-Claude Brialy, qui dirigeait un festival où il y avait une pièce de moi, a dit mais viens, monte sur scène, même si tu as la brochure, c'est une tradition en France que les auteurs viennent remplacer les acteurs défaillants. Et je lui ai dit mais plutôt mourir. Et puis il y a 12 ans, un acteur ne pouvait pas jouer certains soirs Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran à Paris, et la production m'a dit mais tu veux pas le remplacer, et je me suis entendu répondre oui. Voilà, là c'était trop tard, je l'avais dit, et donc j'ai donc remplacé l'acteur, et puis le public m'a fait la fête. Il n'a pas vu que je vomissais en coulisses avant. Et puis après, on m'a demandé de faire la tournée, parce que pour les théâtres en France, Éric Emmanuel Schmitt jouant sa propre pièce, c'était un événement. Alors je me suis laissé faire, et puis après j'y ai pris goût, malheureusement. Voilà, j'y ai pris goût, alors j'essaye de ne pas trop jouer, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, et surtout à écrire. Mais je me suis mis à adorer jouer, parce que c'est un partage, voilà. Ça me guérit de la solitude de l'écrivain. Je suis seul à ma table, je fais tout, les décors, les costumes, je fais parler les personnages, etc. Mais je suis seul. Et tout d'un coup, sur scène, où je suis seul parfois, là, pour Monsieur Ibrahim, pour Madame Pilinska, j'ai un partenaire qui est un grand pianiste, mais je ne suis pas seul, parce que ça vibre avec le public. Ça va être, à chaque fois, on va s'apprendre les uns aux autres. Chaque soir, comment on joue la pièce, c'est toujours unique. C'était Louis Jouvet, le grand acteur, qui disait au théâtre, on joue, au cinéma, on a joué. Et c'est vrai que le cinéma, c'est de la conserve. Tandis qu'au théâtre, et puis vous arrivez, c'est toujours la première fois. Parce que c'est pas parce que vous avez joué la veille que vous allez y arriver ce soir-là.
ça va être complètement nouveau. Et cette façon de vivre dans l'instant et de vivre l'instant d'une façon intense, je crois que pour le public comme pour les interprètes, c'est extraordinaire. C'est pas pour rien qu'on appelle ça le spectacle vivant. Un spectacle vivant, ça veut dire des acteurs vivants et des spectateurs vivants. Et c'est absolument unique à chaque fois. Et ça, je suis fou de ça. Justement, on aura le plaisir de vous voir donc au Boustan, accompagné du grand pianiste Nicolas Stavi, donc demain, samedi et dimanche. Si vous le voulez bien, on va parce passer... parce que dans la pièce raconte... Oui, on va en parler tout à l'heure, oui, mais si vous voulez bien, on va commencer par un petit extrait, comme ça, une petite mise en bouche. Je demandais à Tante Aimée, qu'est-ce que c'était? Chopin, évidemment. Devenu plus maître de mon temps, je cherchais un professeur pour m'aider à résoudre le cas Chopin. Sa lumière me manquait. Combien de temps pouvez-vous y consacrer? 1 heure par jour? Vous ne jouerez jamais bien. N'entre pas mes yeux. Un chez meilleur. Le piano de mon enfance se tenait tapis au fond de la pièce, le même que celui de mes parents. Tendez l'oreille au silence. Pourquoi Chopin écrit sur le silence. Sa musique en sort et il retourne. Madame Pilinska, quel est le secret de Chopin? Il y a des secrets qu'il ne faut pas percer, mais fréquenter. Leur compagnie voulant meilleur. Alors voilà, est-ce que vous pouvez nous emmener dans les coulisses de ce spectacle? Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes accompagné de Nicolas Stavi, donc un grand pianiste. La musique, on en parlera aussi, joue un rôle très important dans votre vie. Pouvez-vous nous dire un peu comment cette collaboration s'est passée et surtout comment vous avez choisi les morceaux? Moi j'étais très curieuse. Oui, Nicolas Stavi et moi, en fait, c'est l'Opéra de Paris qui nous a présenté, parce que l'Opéra de Paris m'avait demandé d'écrire un texte, ce que je voulais, mais que je parle de musique, parce que les musiciens aiment beaucoup la façon dont je parle de la musique. Donc j'avais dit, je vous parlerai du mystère Carmen, enfin de Carmen, de Georges Bizet, etc. Et puis, j'aurais dit, pour ça, il faut que j'ai un pianiste, il faut que j'ai une mezzo-soprano, un ténor de charme, un ténor lyrique, etc. Et donc, me constitue l'équipe musicale. Et donc, j'ai rencontré Nicolas Stavi et j'ai adoré le pianiste qu'il est. Et après, on a développé une vraie amitié. Un jour, on donnait ce spectacle et un autre, enfin le Carmen, on le donnait en croisière. Et je lui ai dit, tu sais, je suis en train d'écrire sur Chopin, il faut qu'on fasse... et je vais le faire sur scène, avec toi. Et donc je lui ai expliqué comment je voyais Chopin, il le voyait de la même façon. Et puis après, j'ai écrit le texte en continu, il le recevait chaque jour chez lui. Et puis on a décidé de placer des morceaux de musique. Alors, c'est terrible parce que j'ai dû lui apprendre quelque chose. J'ai dû lui apprendre à jouer mal. Parce qu'il ne savait pas. Et comme on raconte ces cours de musique que je prenais avec Madame Pilinska, dont on va parler, il faut donc à un certain moment jouer mal et puis faire des progrès. Et alors lui jouait mal, vraiment il jouait mal. Alors que moi je joue bien mal. Et donc je lui ai quand même appris quelque chose en musique, c'est voilà, jouer mal. Et puis il m'a fait un truc terrible, c'est-à-dire que quand on l'a joué à Paris, c'était dans mon théâtre. Et donc, je me suis dit, tiens, plutôt que de louer un piano, je vais prêter mon piano au théâtre. J'ai un magnifique Steinway de concert, etc. Bon. Et puis, tous les soirs, je vivais une épreuve épouvantable. Il était là, il jouait de mon piano. Et mon piano, avec lui, il était beaucoup mieux qu'avec moi. Il arrivait à en tirer des choses extraordinaires. Et c'est d'ailleurs un peu l'objet d'une brouille entre mon piano et moi, parce qu'avec moi, ça ne sonne pas pareil. C'est vraiment un grand musicien et qui travaille en plus les sonorités, les volumes, etc. Enfin,
c'est une merveille de faire ça avec lui. Alors justement, ma prochaine question fait un peu écho à ça, parce que vous dites « L'écrivain que je suis devenu est habité par la nostalgie du musicien que j'ai laissé derrière moi. » Oui. Est-ce que, alors déjà, en quoi vous considérez que la littérature rejoint la musique? On parlait justement tout à l'heure de ce parallélisme. Et pourquoi vous considérez, si je ne me trompe pas, qu'elle est au-dessus de tous les arts? Alors d'abord, oui, pour moi la musique est au-dessus de tous les arts parce qu'elle nous emmène dans un autre monde, qui est un monde où il y a des équilibres, des attirances qui sont harmoniques, des sons qui vont ensemble ou qui ne vont pas ensemble. Elle nous amène dans un tout autre monde que celui dans lequel nous vivons, que les autres arts reproduisent la vie, la peinture. Bien sûr, elle peut être non représentative, mais la plupart du temps dans l'histoire, elle a été représentative. La littérature représente nos existences. La musique, elle offre un monde totalement à part. Ce qui fait qu'elle a beaucoup de liens avec le sacré et le religieux, parce qu'au fond, elle nous offre d'entrer dans un monde à part. Alors après, si on dit ce monde-là, c'est celui de Dieu, tout le monde est prêt à le croire. Je dis pas, parce que c'est juste un monde à part. Et alors ça, c'est une chose absolument extraordinaire. Et en plus, la musique est capable de provoquer une émotion en quelques notes. Et ça, moi, je suis écrivain, je suis très très jaloux de ça. Moi, je suis obligé de raconter des histoires pour arriver tout d'un coup peut-être à provoquer la même émotion. Alors en même temps, la littérature, elle a un avantage, elle a le sens. C'est-à-dire on peut réfléchir, donc on peut élaborer des choses que ça... Donc en fait, il s'agit simplement de voir que chacun de ces arts a sa spécificité. Et puis moi, ça me fait du bien de mettre un art au-dessus de celui que je pratique, parce qu'au moins je me détends, je me repose. Moi, quand je lis un livre, je me dis, tiens, comment il a fait ça? Ah ouais, j'aurais pas fait pareil. Je suis toujours dans l'atelier, dans la cuisine de l'écrivain. C'est-à-dire, quand j'entends de la musique, je reçois. Je suis en pleine réception. Écouter, c'est quoi? Écouter, c'est faire le vide de soi pour recevoir ce que propose l'autre. D'ailleurs, quand on écoute bien un de ses amis, on n'a pas la réponse immédiate, parce qu'on est tout plein de ce que dit l'autre. C'est pareil avec la musique. Moi, je suis complètement plein de ce que me dit la musique. Et donc aussi, l'écoute, c'est une façon de se défaire de soi. Et c'est parfois agréable de se défaire de soi, de ses soucis, de ses attachements, de ses freins aussi, enfin, de ses filtres et de ses inhibitions. C'est bon de se retrouver comme ça, dans une fraîcheur, une innocence, une pureté, face à quelque chose qui advient. Donc moi, j'ai besoin de musique dans ma vie. J'ai vraiment besoin de la musique. Donc c'est ce sentiment-là que vous avez ressenti quand votre tante aimée. Donc je vais remettre un peu donc le public dans le contexte. Donc ce récit, donc Madame Pilinska et le secret de Chopin, c'est votre apprentissage du piano, mais pas que. Et je pense que ceux qui vont voir la pièce, mais je ne vais pas trop en dire. C'est pas une leçon de musique, c'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. Et en fait, votre tante aimée joue un morceau de Chopin et elle vous révèle, je cite, l'épiphanie d'une manière d'exister différente. Donc si je comprends bien, c'est cette émotion que vous allez essayer en vain pendant un certain temps de revivre. Oui, je vais continuer. Parler de cette je vais continuer mes cours de piano. Il y a d'autres compositeurs que j'arrive à jouer, mais alors Chopin, ça m'échappe toujours. Et quand j'arrive à Paris pour faire mes études de philosophie à l'école normale supérieure, je me dis, maintenant, je vais prendre un prof à Paris et je suis tombé sur cette dame que dans le livre j'ai appelée Madame Pilinska. Et qui m'a expliqué à quel point j'étais mauvais, et qui a essayé de me rendre bon, elle n'est pas arrivée, mais elle m'a appris plein de choses. Et c'est ce que je raconte dans ce livre. Parce que on a tous eu, je pense, des professeurs qui nous ont appris plus que la matière qu'ils nous enseignaient, plus que la discipline qu'ils nous apportaient. Ils nous ont appris à apprendre, ils nous ont appris à écouter, ils nous ont appris à gérer notre stress, nos émotions. Ils nous ont appris à accepter ses limites et essayer de les repousser, etc. Un grand professeur, c'est quelqu'un qui vous apprend bien autre chose que la discipline qu'il vous transmet. Et Madame Pilinska fait partie de ces gens-là.
Et c'est quelqu'un d'insupportable. Elle a toujours un avis sur tout, définitif, elle est péremptoire, elle est aussi aimable qu'un cactus. Mais derrière tout cet aspect de fil barbelé, il y a un cœur qu'on découvre, il y a une façon d'habiter l'existence, il y a un amour de la beauté qui élève. Il y a plein de choses qu'elle m'a appris à recevoir. Justement, elle vous dit, et je pense qu'on a entendu cet extrait un peu plus tôt, il y a des secrets qu'il ne faut pas percer, mais fréquenter. Leur compagnie vous rend meilleur. Est-ce que justement la quête est plus importante que le secret lui-même? Oui. Puis il faut surtout accepter que des choses nous dépassent. Parce que la condition humaine, c'est un don inexplicable. Un cadeau inexplicable qui nous a été fait que celui de la vie. Et alors on peut bien essayer de trouver des tas d'explications, je veux dire, biologiques, physiologiques, cosmiques, théologiques, etc. Ça n'efface pas le mystère, ça l'entretient. Et donc moi je pense qu'il faut... Voilà, il y a des mystères qu'il ne faut pas percer mais fréquenter, en se disant toujours je suis dans le mystère de quelque chose qui arrive, de quelque chose qui me dépasse et de quelque chose qui me nourrit. Moi je préfère les mystères aux fausses certitudes, clairement, et aux faux savoirs, c'est-à-dire avoir conscience que quelque chose est là mais qui est inaccessible, ça vous élève, ça vous apporte, encore plus que si vous voulez le réduire en disant ce n'est que ceci ou ce n'est que cela. Et donc il y a de grandes expériences, l'expérience artistique, peut-être l'expérience mystique aussi, j'en ai beaucoup parlé, ce sont des choses dont je refuse la réduction. Il faut les considérer dans leur dimension de mystère. Il y a de la prétention à vouloir dissoudre tous les mystères. Et je pense que la sagesse consiste plutôt à vivre dans le mystère et à fréquenter les mystères. C'est difficile d'être humble. Pour nous tous, mais je crois que cette humilité de l'esprit devant ce que l'existence propose, cette existence qui nous dépasse, dont nous sommes un moment, je crois qu'il faut avoir cette humilité de l'esprit. Ouais. Justement, je pense que c'est un thème qu'on va certainement aborder quand on va parler de la traversée des temps, mais un petit crochet avant d'y arriver, parce que vous avez parlé justement de la Dame Pilinska et de ses méthodes peu orthodoxe d'enseigner le piano. Quel conseil peu orthodoxe pouvez-vous donner vous-même à tous les étudiants qui sont là dans la salle? Ouf. Alors, le genre de conseil de Madame Pilinska, c'était au lieu de travailler votre piano et de faire des gammes, etc. Parce que moi, en fait, je faisais des gammes, ça servait à rien parce qu'en fait, je me mettais un bouquin. Je prenais un bouquin d'Alexandre Dumas, et puis tout en lisant Alexandre Dumas, je faisais mes gammes. Autant dire que c'est pas ça qui va vous aider à modeler le son, ni à contrôler votre musculature, quoi. Et elle me dit, vous arrêtez, mais vous allez tous les matins au jardin du Luxembourg, et vous apprenez à cueillir des fleurs sans faire tomber les gouttes de rosée. Voilà. C'est extrêmement intelligent, parce qu'effectivement, si tout d'un coup on développe cette attention aux choses, cette délicatesse, ça passe dans la main, dans le poignet, dans le coude, dans le bras, et tout ça c'est extrêmement important après pour faire de la musique. Donc cet apprentissage de la délicatesse, elle cassait mes habitudes qui consistaient à aller au piano, et voilà. Et donc, moi j'aurais ce genre de conseil. D'ailleurs, il m'arrive en France de donner des masterclass d'écriture. Je dis à mes étudiants en écriture, je leur dis, mais une fois que vous avez votre idée, marchez là, votre idée. Allez marcher avec votre idée pour que ça se quintessencie, que l'essentiel apparaît. Et puis je leur dis, et puis laissez-vous hypnotiser par la nature. Moi, souvent, au début d'un roman, je me mets devant la cheminée. J'habite une maison très ancienne où on peut rentrer à plusieurs dans la cheminée. Ce qu'on fait parfois d'ailleurs. Et quand il y a du feu. Et je fais le feu et je me laisse hypnotiser par les flammes parce que ça permet à mon esprit de rentrer dans un mode opératoire totalement différent. Et
mon imaginaire se dégage, où je leur dis à mes étudiants, ou alors aller marcher et regarder l'eau qui coule. Je le fais, parce que je promène ma chienne tous les jours, et il y a un ruisseau, je vais regarder l'eau qui coule, et je me laisse aussi hypnotiser. Donc, vous voyez, c'est surtout pas en s'appuyant sur sa volonté, en se disant je vais faire ceci, je vais faire cela, j'ai tel programme. C'est parfois des lâcher-prises, ou accepter que le cerveau se mette dans des conditionnements totalement différents qui vous permettent de sortir de vos cadres intellectuels et de laisser votre créativité s'exprimer. Donc je crois que beaucoup à ces décalages. Il faut travailler, il faut beaucoup travailler, mais travailler parfois c'est ça, c'est ces décalages. Écrire parfois c'est ne pas écrire, et c'est faire ça. Je pense que c'est d'autant plus difficile quand on est très cérébral, justement, Oui. de réussir ces expériences-là. Alors, justement, je vais aborder, donc vous parliez un peu de laisser les idées mûrir, le mystère. Un projet qui est resté longtemps en gestation, qui est aujourd'hui un projet fou, titanesque. Il était temps que oui. Je suis fou, hein, ça me manquait quand même. Alors, vous avez eu cette idée à 25 ans, donc très jeune. Ouais. Et en fait, c'est en gestation depuis. Et ce qui est assez sympathique, c'est qu'à 25 ans, on est capable d'avoir des idées qu'on ne réalise qu'à 60. Ce qui donne envie de vieillir, pour ceux qui sont jeunes. Et ce qui rassure ceux qui sont plus âgés. Mais oui, à 25 ans, j'ai tout d'un coup cette idée d'un personnage immortel qui traverserait les temps et qui nous raconterait l'histoire humaine, parce qu'il en aurait tout vu. Et la vision est claire, mais à l'époque, premièrement, je n'avais pas les connaissances historiques, parce qu'il faut à la fois faire de l'histoire de la médecine, il faut faire de l'histoire des découvertes scientifiques. J'étais déjà passionné par ça, j'ai toujours été passionné de physique, de biologie, etc. Et puis d'art. Mais donc ça supposait être tout un océan de lecture que je n'avais pas fait, donc il fallait que je les fasse. Et puis ça supposait aussi une confiance dans ma plume, une confiance d'écrivain pour se lancer dans un roman de 6000 pages. Donc j'ai préféré écrire d'autres choses avant, ce que j'ai fait pendant 25 ans, 30 ans. Et puis au fond de moi ça mûrissait, et c'est vrai qu'il y a 5 ou 6 ans, ça s'est mis à couler comme une source, exactement comme tous mes autres livres. Et donc voilà, maintenant j'écris cette traversée des temps. Ça coule, et ça, dans le sens qu'au tout début, on pensait qu'il y avait 8 tomes. Là, on en annonce 9. Non, il y en aura 10. Il y en aura 10, voilà. Donc, mais non, alors ça, je vais vous dire, c'est mon éditeur. Moi, je ne suis pas éditeur, et j'ai un très bon éditeur, donc j'écoute mon éditeur. Moi, je me contente d'écrire des livres, et à lui, il faut qu'il fasse son job, qu'il les publie. Quand je lui parle du projet, je lui dis, voilà, il y a 10 tomes. Et il me dit, oh non, ça va faire peur à tout le monde. Annonçons 8 tomes. Alors je lui dis, 10, ça fait peur, 8, ça fait pas peur. Il me dit, oui, tu verras, pour l'international, pour l'étranger, etc. Et c'est vrai que les Allemands, les Chinois, les Américains, ils ont acheté les 8, j'en avais pas écrit un à l'avance. Et maintenant, il va être obligé d'en prendre 10. Et c'est ça un bon éditeur. Et il me dit, ça va faire trop peur. Mais je lui dis, mais il y en a 10. Il dit, écoute, on annonce ça et après tu fais ce que tu veux. Je n'ai retenu que la deuxième partie du message. Tu fais ce que tu veux. Et de toute façon, je fais toujours ce que je veux. Même si ma liberté me coûte cher, je préfère ma liberté à tout. Et donc, en fait, il y a toujours eu 10 tomes de prévus. Et je suis en train d'écrire le 6e. Donc, je suis à la moitié de la montagne. Justement, là, en octobre, c'est le tome 5, duquel on va parler tout à l'heure, donc Les Deux Royaumes, qui est paru et que vous allez dédicacer suite à cette rencontre. Ouais. Avant, j'aimerais revenir un tout petit peu... Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la traversée des temps, donc comme on l'a dit, c'est l'histoire de l'humanité. Donc, le tome 1, c'est au Néolithique, le tome 2 en Mésopotamie, le tome 3 en Égypte ancienne, le tome 4 en Grèce antique, et le tome 5 nous prend en Gaule, mais aussi en Galilée et à Rome. Voilà. Donc, je reviens un tout petit peu au tome 1 parce que je pense que pour le public libanais, il a une particularité. Donc, tout au long des romans, en fait, il y a donc ça se passe
primordialement donc à la période choisie, mais vous avez parfois des retours à l'époque contemporaine. Voilà. Et votre premier tome s'ouvre, le prologue s'ouvre dans la grotte de Jaïta, où votre héros immortel, duquel on parlait tout à l'heure, se réveille dans la grotte de Jaïta et ensuite va se réveiller et va sortir de cette grotte Et et découvrir va le évoluer. Beyrouth Voilà. Alors, de est-ce demain. que vous pouvez nous dire déjà pourquoi au Liban, je trouve ça fascinant, et nous en dire un peu plus sur cette découverte de ce Beyrouth des années 2020 et quelques. Vous avez passé ce matin, j'ai vu Joseph Aoun, le président de la République, et il me dit alors l'histoire de l'humanité commence au Liban. Je dis non, mon roman commence au Liban. Et parce que pour moi le Liban c'est un théâtre universel, c'est un théâtre qui raconte tout de l'humanité. Je le vois comme ça, je le vois comme un endroit habité par un effort extraordinaire de vivre à plusieurs. Quand je dis effort, c'est parce que c'est difficile aussi. Et voilà, et puis il y a dans le Liban, moi, une chose que vous avez dit, je suis amoureux du Liban, c'est vrai, il y a une chose que je trouve absolument extra. Et je dis ça, je le dis partout, je ne le dis pas que quand je suis au Liban. Il y a une force de résilience extraordinaire, peut-être trop d'ailleurs. Vous devriez peut-être être moins résilient parfois pour peut-être imposer des choses, mais enfin bon, passons. C'est cette façon de danser sur un volcan. C'est-à-dire cette force de vie inarrêtable. Et ça, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. C'est ce qu'a mon héros, Noam, et la femme de sa vie, Noura. Et ça, c'est une chose, moi, qui m'émeut. Et c'est vrai que quand, il y a plusieurs années, j'ai visité la grotte de Jaïta, je me suis dit, la traversée des temps commence ici. Parce que j'ai trouvé ça absolument sublime de beauté et j'avais envie d'essayer de trouver les mots pour raconter la grotte de Jaïta. Et après, on sort un peu après dans ce Beyrouth chaotique. Et ça n'a pas changé, oui. Et en fait, on ressent beaucoup tout au long de vos romans cette dualité en fait entre le beau, le laid, le bien, le mal, donc moi il y a bien sûr ces périodes charnières de l'histoire, donc on va donc vous avez ces personnages immortels qui reviennent de roman en roman, mais vous avez aussi des personnages qui ont réellement existé. Oui. Et en fait, vous vous mettez dans la peau de ces personnages, que ce soit le gladiateur, que ce soit le philosophe, que ce soit la femme du pharaon, le pharaon. Oui. C'est quand même extraordinaire. Ah mais moi, c'est tout ce que j'aime dans l'acte littéraire, c'est devenir les autres. Mais vous lisez pour la même raison. Vous lisez pour explorer le monde dans un autre corps, dans un autre sexe, dans une autre époque, dans un autre psychisme, dans une autre pensée. Dès qu'on lit, c'est qu'on a une curiosité absolue de l'humain et le goût de l'altérité. Et la lecture, pour moi, c'est quelque chose, comme l'écriture, c'est quelque chose qui développe l'empathie. C'est rien de plus important que de développer l'empathie, surtout dans nos sociétés qui nous renferment. On a vu que les serial killers, les tueurs en série, c'était des êtres qui sont absolument dépourvus d'empathie. Et dans les plus grandes méthodes pour donner de l'empathie, il y a les histoires, la lecture, la littérature qui vous transforme en quelqu'un d'autre le temps de votre lecture. Donc c'est extrêmement important. Et je dirais même c'est éthiquement et socialement et psychiquement presque nécessaire de pousser les gens à la lecture. Parce qu'autrement, il peut y avoir une indifférence aux autres qui se développe, ou l'idée qu'on a toujours raison contre les autres, ou alors carrément un renfermement sur soi, comme en plus qu'aujourd'hui la technologie permet encore plus qu'avant. Donc vraiment, la littérature, c'est la porte qui s'ouvre sur le monde, sur la pluralité humaine, sur les autres. Il n'y a rien de plus important. Enfin bon, vous allez me dire, il est écrivain, il défend la littérature, c'est original. Mais même si je n'étais pas écrivain, je dirais ça, parce que je le pense avant même d'avoir été écrivain. Alors, Diderot dit
Hâtons-nous. C'est mon chouchou. Là. Oui, voilà. Il y a Mozart Un petit clin et il y a Diderot. Une fois, j'étais avec Amélie Nothomb, qui est une amie depuis toujours, et Amélie, elle se penche vers moi, on était en train, elle me dit, tu sais, on est 2 auteurs du 18e. Elle me dit le siècle, pas l'arrondissement. Et personne ne s'en rend compte. Et c'est vrai que moi, mes grandes références sont les auteurs du 18e. J'ai écrit ma thèse sur Diderot, j'ai écrit sur Mozart, et je publie dans un mois un nouveau livre sur Mozart. Il y a dans cette époque la volonté du partage de l'intelligence que j'aime. Voilà. Alors justement, non, tout à fait. C'est cette citation de Diderot. De Diderot. Vous avez dit Diderot, ça a été une piqûre. Donc, allez-y. J'espère que la citation illustre un peu. Alors il dit, hâtons-nous de rendre la philosophie populaire. Si nous voulons que les philosophes marchent en avant, approchons le peuple du point où en sont les philosophes. En relisant La traversée des temps, est-ce que ce n'est pas un peu ça que vous essayez de faire aussi, à travers beaucoup de thèmes Oui, mais je veux partager. D'abord, je veux explorer, parce que je n'écris pas pour dire ce que je pense, j'écris pour découvrir ce que je pense. Ma plume est une tête chercheuse. Parce que dans la vie, vous allez me poser une question, je vais vous répondre. Mais dès que je prends la plume, c'est toujours plus complexe, c'est toujours plus fin que ce que je vais dire, parce qu'on a besoin de certitude provisoire dans la vie, ne serait-ce que pour avoir la paix aussi. Puis les gens, ils veulent toujours une réponse, même quand il n'y en a pas. Moi, quand on me dit pourquoi vous écrivez, je donne une réponse, mais je ne la connais pas. Pourquoi vous demandez à un pommier pourquoi il fait des pommes? Alors, si le pommier parle comme moi, il vous donne une réponse, mais il n'en sait rien. Donc, vraiment, l'écriture, c'est toujours chercher, se rendre compte que les choses sont plus complexes, même quand on écrit clairement, comme moi, parce que j'ai une ligne claire. Mais c'est pour clairement essayer de cerner des choses complexes, voire du mystère. Et donc, oui, j'ai cette volonté de partager du savoir, j'ai cette volonté de partager des admirations, de m'étonner, parce que la traversée des temps, il y a beaucoup d'étonnements sur la condition humaine et sur ce que nous avons fait de nos vies. Par exemple, la condition de la femme. Dans les premiers tomes, on voit, pour nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, on peut légitimement penser qu'il n'y avait pas beaucoup de différence de place entre les femmes et les hommes, puisque les femmes faisaient très peu d'enfants, parce qu'il fallait le porter, et tout d'un coup la sédentarité, l'invention de la sédentarité, donc le village, le hameau, eh bien ça va provoquer une explosion démographique, ce qui est une bonne nouvelle, mais une très mauvaise nouvelle pour les femmes, c'est-à-dire le foyer, la minorisation, et le fait que c'est les hommes qui s'occupent des choses importantes, enfin de ce qu'ils appellent important. Et donc on voit comment des moments de l'histoire créent des conditions différentes. Il valait mieux, par exemple, que dans le deuxième tome qui s'appelle La Porte du Ciel. La Porte du Ciel, c'est la traduction de Babel. On voit bien quand on lit qu'il valait mieux être une femme en 4000 avant Jésus-Christ qu'aujourd'hui en Irak. Puisque c'est quand même la même terre. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la plus grande déesse, c'est la déesse Inanna? Pourquoi la plus grande déesse qui était femme, qui était libre, qui était insolente, etc., et était la figure de référence, et maintenant le féminin a disparu, ou est maltraité par beaucoup de religions. Donc ça m'intéresse toujours de voir qu'il n'y a pas de pérennité des choses, que tout est historique, que les hommes inventent des façons d'être, et c'est quand il est justifié par la nature, ou par Dieu, ou par une morale naturelle, qu'ils sont en train de mentir. J'aime bien montrer la fragilité et donc l'historicité des choses. La fragilité qui est aussi donc, au cœur de la condition humaine et qu'on ressent beaucoup dans certains thèmes donc de la traversée des temps. Bon, il y en a beaucoup. Moi, je retiens l'immortalité. C'est une horreur d'être immortel. Même si au fond de nous, on l'a tous souhaité. Mais c'est épouvantable. Imaginez le nombre de chagrins que vous allez accumuler. Un jour, on sera content de partir quand même. Parce que vous perdez tous les gens que vous aimez au fur et à mesure que les siècles se déroulent. C'est un peu comme avec nos animaux. On passe toute une vie à perdre des animaux qu'on aime. Il y a un jour, on n'en prend plus.
Vous n'avez pas remarqué? Parce qu'on n'en peut plus de pleurer le départ d'êtres qui ont des vies moins longues que les nôtres. Même si en fait on peut leur apporter une vie extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut continuer. Mais bon. Et puis c'est pas parce que vous êtes immortel que vous comprenez plus quelque chose. Ça ne vous rend pas plus intelligent d'être immortel. Les mystères demeurent. Et puis vous voyez les mêmes erreurs se reproduire. Les hommes et les femmes font les mêmes erreurs. Les mêmes violences se perpétrer pour les mêmes mauvaises raisons. Et je pense qu'à un moment, on est content de partir. Et donc, c'est vrai que moi, j'écris cette traversée des temps, à la fois pour célébrer la vie, parce que c'est un don merveilleux, mais célébrer la vie, pour moi, c'est aussi considérer que nous sommes mortels. Parce que mort et vie, c'est les deux faces de la même étoffe. Et ce qui fait la valeur de la vie, c'est que justement, elle n'est pas là pour toujours. Et pour ça qu'il ne faut pas perdre une miette de vie et qu'il faut respecter la vie des autres. Mais voilà, mesurer ce cadeau, et bien en plus si vous êtes immortel, ça veut dire que vous sortez du cycle de la vie, vous ne vous reproduisez pas. Et mes héros vont souffrir d'avoir échappé au cycle, parce que qu'est-ce qui justifie la mort? C'est la vie. Et il faut que quelque chose meure pour que quelque chose vive. Regardez, dans le ventre de sa mère, un enfant, il a d'abord des nageoires. Et puis tout d'un coup, il y a des cellules qui meurent, et puis ça fait des doigts, et ça fait une main. Il faut qu'il y ait des morts pour qu'il y ait de la vie. C'est notre cycle. Et ça, il faut que nous l'aimions, ce cycle. Pas que nous refusions, ah oui, j'accepte la vie, mais je refuse la mort. Non, mais c'est la même chose. C'est le même cadeau, c'est donné ensemble. Donc, c'est vrai que j'écris ce livre pour apprivoiser ma propre mortalité. Et j'espère que le jour où vous tournerez la dernière page du 10e tome, vous vous direz, mais quel bonheur j'ai d'être mortel. Parce que vous aurez été dégoûté de ce qui arrive à mes immortels et de la façon dont ils vont être obligés de continuer à traverser. Notamment cette histoire d'amour donc entre Noam et Noura, et l'immortalité aussi pose un problème pour une histoire d'amour aussi longue. Parfois, l'amour n'est pas aussi idéal qu'on... C'est-à-dire, entre eux, quand il y a un problème, il n'y a pas d'urgence à le résoudre. Ils peuvent se retrouver dans 2 siècles. Ils ont le temps d'oublier, parce que l'amnésie, c'est quand même une grande partie de nos histoires d'amour. Voilà, donc en fait, ils ne traitent pas les problèmes parce qu'il n'y a pas d'urgence, et puis ils n'en sont jamais au même moment de leur histoire d'amour. Ça, il n'y a pas besoin d'être immortel pour vivre cette dysynchronie, c'est-à-dire les moments où l'un est très amoureux, puis l'autre attend autre chose, etc., etc. On sait tous très bien que c'est la grande difficulté de nos histoires d'amour, on n'est pas sur la même ligne en même temps quand on court le 100 mètres. Enfin là, quand on court le marathon. Donc oui, ils vont négliger certaines choses parce qu'ils ont du temps devant eux, et puis surtout Noura, elle va énormément souffrir de ne pas pouvoir donner la vie. Parce que, évidemment, son statut fait que, comme elle n'appartient plus au cycle de la vie, elle ne peut pas la donner. Et pourtant, c'est Noura qui va avoir cette intuition quand il va y avoir ce 2e royaume qui va émerger dans votre tome 5. Donc les 2 royaumes, c'est le royaume, d'une part, donc l'Empire romain avec sa puissance, son matérialisme qui est très terrestre. Et puis vous avez le royaume spirituel, céleste, et où tous les hommes sont égaux. On ressent... Et ça, c'est une idée. C'est un clochard... C'est un clochard sur les routes de Judée et de Galilée qui dit ça, que les hommes sont égaux. Mais c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'on dit une chose comme ça, que toute vie a la même valeur, que toute personne a sa dignité qui doit être respectée. Cet universalisme, que les hommes soient... Personne ne l'a dit avant lui. C'est une révolution philosophique et spirituelle en même temps. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas, c'est une révolution philosophique. Parce que les philosophes, il n'y a pas un philosophe grec qui maintient une chose comme ça. Et même les philosophes grecs comme Aristote ou Platon, ils justifient l'esclavage en disant il y a des gens qui sont faits pour commander, puis des gens qui sont faits pour obéir, c'est la nature. Alors que l'esclavage est tout à fait historique, conditionnel, lié aux circonstances. Mais non, et tout d'un coup il y a un homme qui dit non, il y a une dignité absolue de chacun. Et ça, c'est une idée révolutionnaire qui va miner
effectivement l'Empire romain, mais j'ai envie de dire, est-ce que les hommes ont, est-ce que nous sommes capables de comprendre la profondeur de cette idée et de l'accomplir? L'Église elle-même ne va pas être capable pendant des siècles de comprendre cette idée. Il n'y a ni homme ni femme. L'Église va être extrêmement machiste, peut-être l'est-elle encore. Il n'y a ni maître ni esclave. Le christianisme va collaborer avec il va être l'instrument après de la défaite de l'esclavagisme, mais il va y avoir une longue collaboration. Et puis il n'y a ni juif ni romain. C'est-à-dire il n'y a pas de nationalité, de groupe supérieur. Cette idée-là, ce n'est pas non plus une idée que l'humanité va intégrer très vite. Donc vous voyez l'aspect inouï de ce message qu'on est toujours en train d'essayer de comprendre. Je voulais qu'il arrive dans l'histoire et qu'on se rende compte que là, il y a quand même quelque chose d'absolument nouveau, d'inouï. Justement, cette dualité, elle est toujours présente. Alors, je me demande si ce sont deux mondes qui sont inconciliables. Non, je pense que moi, enfin, voilà, c'est mon avis. Donc, je serai la lumière. Non, pour moi, on vit dans ces deux mondes. Après, reste à savoir comment on équilibre ces deux mondes dans notre quotidien. Mais je veux dire, on vit dans un monde matériel. Mais si on choisit, si on fait le ou bien, j'ai l'impression que ce n'est pas à notre portée. Si on choisit que le monde matériel, on tombe dans les travers, par exemple, du monde contemporain, c'est-à-dire le règne de l'objet, le règne de la technologie, la solitude, la dépression, l'isolement, etc. Ça ramène à ça, une attitude consumériste et qui fabrique du vide, qui fabrique du creux. Et puis si on choisit l'autre voie, la pure voie spirituelle, il faut devenir un saint. Et ça, c'est pas à la portée de... Moi, par exemple, je suis incapable. L'horizon de la sainteté, c'est un horizon lointain, et je ne me sens absolument pas un homme capable de ça. Donc il faut plutôt, pour moi, vivre en trouvant un équilibre entre ce monde matériel et ce monde spirituel. On est toujours dedans, dans ces deux mondes. Et un autre thème qui est très relié, c'est, vous dites, parce qu'on a à chaque fois l'impression au cours de l'histoire qu'il y a des fins du monde. Vous dites l'histoire. Oui, je dis l'histoire du monde la fin du monde est une histoire sans fin. C'est-à-dire qu'à chaque époque, il y a des théories sur la fin du monde, on annonce la fin du monde. Alors aujourd'hui, on a l'IA, on a la destruction de la nature par l'homme qui est un thème très phare dans la traversée des temps. Très présent. Il y a les oligarques aux appétits monstrueux. Ça, c'est pas Est-ce qu'on y est à la fin du monde, selon vous? Non, mais chaque époque définit des fins du monde et elle change... alors parfois, elle ne change pas de visage. Vous évoquez les hommes du pouvoir, ils ne veulent pas la fin du monde. Ils sont peut-être capables, par maladresse, de la provoquer, mais ils ne la veulent pas parce qu'il y a un égoïsme vital profond derrière tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a une spécificité du XXIe siècle. Il y a une angoisse nouvelle, une angoisse qui n'a jamais existé dans les autres époques. C'est l'angoisse écologique. Avant, quand on craignait la fin du monde, on craignait l'intervention des dieux, l'intervention de Dieu, la colère de Dieu, ou la colère de la nature. Et aujourd'hui, on se dit, mais au fond, est-ce que c'est pas l'homme, avec son impérialisme, sa façon de considérer qu'il est maître et possesseur de la nature, de s'emparer des ressources naturelles, de faire disparaître des espèces, d'occuper le monde au point de l'étouffer, de le réchauffer, etc. Est-ce que c'est pas l'homme lui-même qui serait le plus à craindre par sa façon d'occuper la planète? Et du coup, vous avez des gens qui se disent, il faut qu'on prévoie maintenant de pouvoir vivre ailleurs. Donc, tout d'un coup, ce qui me paraît propre à notre époque et qui est très angoissant, en fait, c'est l'idée qu'en fait, c'est peut-être nous le facteur de désastre. Vous voyez? Et, parce qu'on a pu penser ça dans les années 50 à l'arrivée de la bombe atomique, mais on s'est rendu compte qu'en fait, c'était dissuasif pour l'instant, heureusement, surtout, mais que c'était pas, on n'avait pas provoqué la fin de la planète. Mais par contre, l'activité humaine
débridé qui consiste à exploiter la nature, à épuiser les ressources naturelles, à consommer toujours plus, et énergiquement à exiger toujours plus. Là, on peut y voir un facteur, effectivement, d'abord de déstabilisation et peut-être un horizon de perte. Et ça, c'est une idée totalement nouvelle et qui angoisse l'âme contemporaine. Et c'est d'ailleurs pour ça que Noam, quand il arrive dans ce Beyrouth, où il y a des manifestations d'étudiants, justement par rapport à la planète, etc., et puis où il voit un phénomène naturel se produire, il est saisi d'une angoisse nouvelle et il décide d'écrire ses mémoires en se disant comment en sommes-nous arrivés là? Parce que lui, il a connu l'histoire des hommes sur des milliers d'années. Et donc, c'est ce que j'essaye de raconter, comment les hommes fabriquent ce monde, finalement, dans lequel aujourd'hui nous sommes. Mais vous avez quand même un peu d'espoir avec la fille adoptive de Noura, qui est cette jeune militante écologiste. C'est ça un peu votre... Vous allez voir que c'est plus compliqué que ça, en fait. Oui, non, c'est... Je ne veux pas que les sauveurs soient des personnes, je crois que les sauveurs, c'est plutôt des décisions collectives. Mais bon. Oui, non, alors espoir, pas espoir, optimisme, pas optimisme, c'est vraiment une bonne question. Moi, j'ai créé le terme, je suis un optimiste tragique. C'est-à-dire, justement, tiens, toujours le XVIIIe siècle, Emmanuel Kant, le grand philosophe, sa pensée de l'histoire, je la reprends totalement. C'est-à-dire, Kant nous dit, les hommes ne progressent qu'à cause du mal. Ce n'est pas par désir du bien, mais c'est pour éviter un mal encore plus grave, qui finalement, ils prennent des bonnes décisions. Et Kant nous dit, à la fin du XVIIIe siècle, vous savez, un jour, les nations seront tellement fait la guerre qu'il y aura une société des nations, pour essayer de tempérer, et de faire en sorte qu'on n'aille pas vers des éliminations successives. Donc il croyait comme ça il disait finalement, c'est toujours parce qu'on a vécu quelque chose d'épouvantable, qu'on essaye d'améliorer en se disant plus jamais ça. Voilà. C'est comme ça qu'on crée l'Organisation mondiale de la santé pour lutter au niveau de la planète contre les épidémies, etc. etc. Et Kant nous dit ça arrivera parce que c'est le mal qui fait progresser le monde. C'est pas le désir du bien, l'homme n'est pas idéaliste. C'est la volonté d'éviter encore plus mal, le pire. Donc voilà, c'est ça que j'appelle l'optimisme tragique. Je me dis, il y aura toujours chez les hommes la volonté d'éviter le pire. C'est un optimisme très ambigu, ça coupe comme une lame, mais c'est ce que je crois. On attend impatiemment les tomes... Moi aussi. Je suppose que ça viendra au tome 9 et 10. Moi aussi, j'ai plus le droit d'être malade. D'ailleurs, quand vous vous levez, vous savez ce que vous avez à faire, c'est vrai que ça va mieux. Et là, j'en ai pour un bon bout de temps. Alors, vous faites une autre petite parenthèse, et je ne sais pas si vous voulez en parler très rapidement. Oui. C'est votre nouveau roman, donc, qui sort fin février. Oui. Juste après Dieu, il y a Papa. Ouais. Donc, il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles. Donc, Non, pas vous encore. laisse vous en dire autant que vous voulez en dire. On fait voilà. du teasing. Exactement. Non, juste après Dieu, il y a Papa. C'est un roman sur la relation père-fils. Cette difficile relation. Et c'est difficile d'être un père, et les fils ne se rendent pas compte que c'est aussi difficile d'être un fils. On s'en rend compte souvent trop tard quand on a déjà perdu son père. Moi, ça a été mon cas. J'aimais beaucoup mon père m'aimait beaucoup, mais ça ne marchait pas entre nous. Et j'ai compris qu'une fois qu'il a été parti, ce que moi aussi j'avais fait qu'il n'allait pas, parce que quand il était vivant, c'était toute sa faute, bien sûr, pour moi. Bref, donc dans cet art difficile d'être un père et dans cet art difficile d'être un fils, en plus moi je suis les deux, et alors ça s'appelle Juste après Dieu il y a Papa, parce que c'est une phrase de Mozart. Dans sa correspondance d'enfant, Mozart, dans une de ses lettres, il avait 8 ans, dit, il adorait son père, il idolâtrait son père, et il dit juste après Dieu il y a Papa. Et en fait, le livre raconte... Pardon ? Non, rien.
Oui, les archives de la famille. Oui, j'ai lu les archives de la famille, c'est ça que vous avez dit. Oui, on a toute la correspondance de la famille Mozart. Et je raconte donc à travers Léopold Mozart et Wolfgang Amadeus Mozart toutes ces modalités du rapport père-fils. Parce que Léopold Mozart a été un être qui a été beaucoup décrié, parce que Mozart est devenu célèbre pendant le romantisme. Il est mort à l'orée du romantisme. Et donc on a noirci le père qui était un valet du pouvoir, était conventionnel et n'a pas compris son fils, etc. En fait, c'était un père merveilleux, mais avec des limites. Merveilleux parce qu'il a tout fait pour ses deux enfants, y compris sa fille, la sœur aînée, Nannerl, la sœur de Mozart. Il lui a donné une éducation complète, histoire, géographie, musique, langue, etc. On n'éduquait pas les filles. Et lui, il donne une éducation parfaite à sa fille et à son fils. Et elle est une musicienne accomplie. Et après, quand il se rend compte que ses enfants sont exceptionnels, il se dit aussi qu'il faut qu'ils apprennent beaucoup plus, donc il faut qu'ils voyagent. Alors, on va les produire dans les grandes cours d'Europe, mais en même temps, ils vont rencontrer les grands musiciens, et puis l'un financera l'autre, parce qu'il n'avait pas un sou. Et donc, on en a fait une espèce de montreur d'enfants, de dompteur, alors que ce n'était pas du tout ça, c'était un père extrêmement dévoué à l'éducation de ses filles, parce que lui, il n'avait pas eu droit. Il avait dû faire croire qu'il avait une vocation religieuse pour rentrer au séminaire et faire des études. Donc, c'est vraiment un père complètement dévoué à ses enfants. Puis après, évidemment, il aura même l'intelligence de se rendre compte de ses limites. C'est très rare. Il y a un moment, au bout d'un moment, il se rend compte qu'il ne peut plus rien apprendre en musique à son fils. Et alors, il fait de nouveaux voyages. Il l'emmène en Italie pour qu'il rencontre des gens plus forts que lui. Et Madame Mozart lui dit « Mais tu es fou, il va se rendre compte qu'il va te mépriser. » Il lui dit « Mais c'est pas possible que mon fils me méprise. » Elle dit « C'est déjà ce qu'il fait avec moi. » Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Au bout d'un temps, le fils se rend compte des limites du père, et ça arrive absolument partout. Et à ce moment-là, il y a un rejet. Et donc, leur relation va continuer avec ce père qui constate absolument le génie de son fils, qui a tout fait pour le faire éclore, et qui l'a nourri, parce que le génie, si c'est pas nourri de travail, ça donne pas du génie. Et Mozart n'était pas du tout l'abruti qu'on voit dans le film Amadeus, où on a une espèce d'âne qui rigole, qui pète, et qui fait des calembours. C'est démago, cette image de Mozart. Parce que Netflix il s'occupe à faire chier tous ceux qui sont amateurs de bonne culture aussi. Si vous voulez, je vous donne la parole quand j'ai fini. Mais c'est un peu difficile parce que tout le monde ne vous entend pas. C'est très démago, cette image de Mozart, parce que alors les gens se disent « Ah ben moi aussi, je ris comme un âne, je pue, je pète, donc je peux être Mozart. » Non mais bref. Non, Mozart était spontané, il avait une force de vie, il n'avait pas toujours le sens des usages, mais c'était aussi le musicien le plus cultivé de son époque, grâce à tout l'apprentissage que lui avait offert son père. Et ça a l'air simple, parce que c'est l'art suprême de paraître simple. Quand le travail dissimule le travail, quand l'art cache l'art, c'est le sommet. Quand on voit le travail, moi je vois, je lis beaucoup, quand je vois le travail de l'écrivain, c'est qu'il ne l'a pas fini. Il ne faut pas qu'il y ait de sueur, il ne faut pas qu'il y ait de traces. Et puis quand il n'y en a plus et que ça, on se dit finalement c'est facile d'écrire, là ça veut dire qu'on a atteint la grâce. Voilà. Et donc Mozart, c'est ça. Et donc il va y avoir une histoire terrible entre ce père et ce fils, et lui il va toujours jouir du génie de son fils parce qu'il écoute ses partitions, et en même temps il n'arrive plus du tout à communiquer avec lui. Et carrément à la fin de la vie de Léopold Mozart, son fils ne vient même pas le voir, il n'ira même pas à son enterrement. Lui qui a écrit juste après Dieu, il y a papa. Et en même temps il va se rendre compte. Parce qu'il va écrire le Requiem, et puis dans Don Juan, il y a la statue du commandeur qui apparaît, qui est vraiment la figure paternelle. Il est travaillé par ça. Et je pense qu'à la fin, il est arrivé une sorte de paix par rapport à ça. Je crois qu'on est de retour aux larmes. Ah oui, tous les gens qui ont lu le livre vont dire « Oh, qu'est-ce que j'ai pleuré !» Donc, un peu d'écho aussi à un journal
d'un amour perdu, peut-être que c'était aussi... Oui, c'est vrai que j'ai écrit sur la mer, c'était sur ma propre mer, le journal d'un amour perdu. Et, parce que voilà, moi je lui dois, tout ce que j'ai de bien, ça vient d'elle. Voilà. Alors, on va passer la parole au Voilà. public, justement. Merci beaucoup, Éric Manuel Schmitt. Et